The golden age of America begins right now. The husband, he is the provider of the home. He goes out, he works. Je signerai des décrets pour exclure les transgenres de l'armée. The wife, she's the homemaker. She does the cooking, she does the cleaning. La tradwife, le cottagecore, le old money et même le retour à l'extrême minceur de Nara Smith en passant par le rebranding des Kardashian ou de Sofia Richie, tout semblait indiquer que Donald Trump allait gagner les dernières élections américaines. Si vous pensiez encore que la mode n'avait rien de politique, cette vidéo est faite pour vous. Bienvenue sur la chaîne, je m'appelle Shanice et ici on décrypte tout ce qui a attrait à la mode et à la pop culture. J'ai pas pris aussi le temps de vous souhaiter une bonne année 2025, je vous souhaite le succès, le bonheur et surtout la santé et l'amour. Alors installez-vous bien. C'est parti. Quel est le point commun entre Kylie Jenner, Hailey Bieber, Kendall Jenner, Sofia Richie, mis à part que ce sont des influenceuses et que dans le lot il y a deux sœurs? Eh bien, elles ont complètement changé leur style ces dernières années. Elles ont adopté un style beaucoup plus sage, surfant sur la tendance du quiet luxury. Le quiet luxury, c'est ce qu'on appelle le luxe silencieux. C'est adopter un style minimaliste et très discret, avec des marques qui ne sont pas dans l'ostentatoire, c'est-à-dire pas de logo, mais qui privilégient plutôt des matières durables et de la qualité. Même au niveau des couleurs et au niveau des coupes, le style quiet luxury est assez neutre, donc pas d'extravagance. Et pourquoi je vous parle de ces influenceuses? Eh bien c'est parce que avant elles avaient un look beaucoup plus ancré dans les tendances, ce qui est totalement à l'opposé du quiet luxury qui ne surfe pas du tout sur les tendances et mise plutôt sur l'intemporel. Que ce soit Sofia Richie qui a complètement capitalisé sur son mariage pour se rebrander et attirer l'attention de marques prestigieuses comme Chanel, ou bien Kendall Jenner qui essaye encore plus d'asseoir sa crédibilité en tant que mannequin et femme d'affaires avec un style beaucoup plus minimaliste et moins tape à l'œil. C'est exactement la même stratégie qu'adopte Hailey Bieber, d'ailleurs rien d'étonnant vu qu'elles ont la même styliste qui s'appelle Dani Michel. Déjà si vous me suivez vous savez que ce rebranding est stratégique et vous savez aussi que les influenceurs et surtout les grosses célébrités ne lésinent pas sur le style et font très attention à leur image, donc rien n'est anodin. Elles ne s'habillent pas comme vous et moi le matin et pour leurs photos et pour leur vitrine Instagram, tout est pensé par des stylistes et des conseillers en communication. Cette stratégie a par exemple permis à Sofia Richie de faire une collaboration avec Chanel pour son mariage et c'était tout aussi bénéfique pour Sofia Richie que pour Chanel. Et c'est d'autant plus logique que le quiet luxury ait gagné en popularité ces dernières années puisque certains consommateurs commencent à en avoir marre de la surconsommation et préfèrent acheter de manière consciente, plus durable et même intemporelle. Le quiet luxury adopte une philosophie similaire à celle du old money, mais ça on en reparlera plus tard dans la vidéo. Pour l'instant, il faut comprendre que ce style est devenu le Graal pour certaines célébrités, mais également pour les marques. Je vous parlais plutôt de Chanel et de Sofia Richie qui ont surfé sur cette esthétique et vous allez comprendre un peu plus tard dans la vidéo pourquoi c'est important pour Chanel de surfer sur cette esthétique intemporelle. Mais il n'y a pas que Chanel, il y a par exemple aussi le groupe LVMH qui détient Louis Vuitton par exemple, qui cherche à séduire une clientèle adepte d'un luxe beaucoup plus discret. Dans le groupe LVMH, il y a cette envie de surfer sur des marques qui sont beaucoup plus authentiques et moins tape à l'œil. On tape beaucoup sur des marques d'ultra fast fashion et de fast fashion comme Zara, Shein, Boohoo, etc. Mais ce qu'on sait moins, c'est que le luxe peut aussi avoir ses problèmes éthiques. Je vous en parlais dans la dernière vidéo qui est sortie sur la chaîne. N'hésitez pas d'ailleurs à vous abonner pour être tenu au courant à chaque fois que je sors une vidéo. Mais du coup, les consommateurs se rendent compte que le luxe n'est plus autant fiable qu'avant. Avec la tendance du quiet luxury, les grandes marques de luxe cherchent à redorer leur blason car elles ont été ces dernières années sous le feu des critiques, notamment la marque Chanel qui, après la crise sanitaire de 2020, a augmenté ses prix, passant de 6 000 à 10 000 euros pour un sac classique, alors que la qualité, elle, n'a pas augmenté, elle a au contraire chuté. Pourquoi les sacs Chanel vintage sont toujours de meilleure qualité que ceux en boutique? Donc il y a eu beaucoup d'accusations de prix excessifs pour une qualité qui baisse, mais aussi de scandales éthiques, notamment la marque Dior qui a été épinglée en Italie. Il y a une enquête qui a révélé qu'une filiale de Dior employait des sous-traitants, donc des fournisseurs sous-traitants, qui employaient des
migrants clandestins qui les payaient au lance-pierre et surtout les faisaient travailler dans des conditions de travail déplorables. Donc il y a une sorte de méfiance envers le luxe qui n'a plus exactement la même image qu'avant, surtout des marques comme ça, Dior, Louis Vuitton, Prada, Gucci. Toutes ces marques-là commencent à perdre la confiance des consommateurs et on le voit d'ailleurs parce que il y a le marché chinois qui est en forte baisse. Bref, certaines marques de luxe ont perdu la confiance de leurs consommateurs et les gens ne voient plus trop l'intérêt de dépenser dans des pièces tendances qui ne répondent même pas en termes de qualité. Mais vous vous en doutez, les marques ne sont pas bêtes et en termes de communication, elles essayent justement de se redonner ce côté intemporel. Par exemple, ce côté intemporel, Hermès ne l'a jamais vraiment perdu puisque c'est une maison qui ne surfe pas sur les tendances et qui a essayé toujours de garder ce côté très élitiste. À tel point que Walmart, l'équivalent de Carrefour en France, a sorti un dupe du sac Birkin d'Hermès low cost pour séduire une clientèle qui s'identifie au quiet luxury sans en avoir les moyens. On comprend donc pourquoi Chanel surfe sur l'esthétique quiet luxury avec Sofia Richie ou pourquoi LVMH a investi dans des marques comme Phoebe Philo, qui est la marque éponyme de la créatrice Phoebe Philo qui a longtemps été DA chez Céline et qui a une esthétique aussi très minimaliste. LVMH a également investi dans la marque Pollen. Et Pollen, c'est pareil, ce sont des accessoires très minimalistes avec des matières de qualité et aussi un bon rapport qualité-prix. C'est une marque de semi-luxe, donc moi j'appelle ça premium, plutôt abordable pour des gens qui justement ont cette défiance envers les marques de luxe et qui veulent quand même avoir des accessoires de qualité avec du vrai cuir, fabriqué en France ou fabriqué au moins en Europe, mais avec des prix qui ne sont pas excessifs. Et ce qui est également intéressant, c'est que les frères Wertheimer, donc les frères qui détiennent la maison Chanel, ont aussi investi dans la marque Zero, qui est la marque de quiet luxury par excellence dont on a beaucoup parlé ces dernières années, qui a été créée par les sœurs Olsen, vous savez, les deux jumelles qu'on voyait tout le temps à la télé dans les années 2000. Et bien, ces deux jumelles-là ont créé Zero, qui est une marque qui tente de concurrencer Hermès dans l'intemporalité de ses sacs et de ses accessoires, mais aussi de ses collections qui sont minimalistes, intemporelles, pas de logo, pas d'ostentatoire, des coupes très carrées et des matières de qualité. J'ai pas testé, mais j'imagine. Et Chanel, ce n'est pas la seule marque à avoir investi dans Zero. Il y a également les Bettencourt, donc L'Oréal, qui ont investi dans Zero. Donc c'est une marque à surveiller aussi ces prochaines années. Dans ce contexte, des marques comme Pollen, Phoebe Philo, Zero gagnent de plus en plus en pertinence. Mais alors pourquoi est-ce que des marques comme ça sont aussi populaires? L'une des raisons de la popularité de ces marques, c'est la crise. Et là vous allez me dire, mais Shanice, quel est le rapport? Quand même, des vêtements Phoebe Philo, on peut les retrouver à des milliers d'euros, des sacs Pollen, c'est pas non plus donné, et encore moins les sacs Zero. Mais vous allez comprendre que tout ça suit une logique. Avec l'inflation, la hausse des prix de l'immobilier et plus globalement la récession, les consommateurs, même les plus riches, se tournent de moins en moins vers des pièces de luxe. Mais les gens, ce qui ne les intéresse plus du tout aussi, c'est le luxe dit éphémère qui surfe beaucoup trop sur les tendances. C'est par exemple ce que font les marques comme Prada ou Gucci. D'ailleurs, Gucci, qui appartient à Kering, est en chute libre en termes de chiffres. Le groupe Kering a perdu énormément d'argent. Donc, pour dire à quel point les gens ne veulent plus de marques qui surfent trop sur les tendances, qui suivent trop le côté éphémère de la mode et qui sont moins dans l'intemporalité, puisque les gens, avec la récession, avec la crise, ne voient plus l'intérêt de dépenser dans des tendances ou dans des vêtements, dans des collections qui seront datées dans 2 mois. Il y a donc un regain de popularité de la garde-robe beaucoup plus modeste et intemporelle, ce qui correspond à des marques comme Phoebe Philo, Zero ou bien Pollen. Mais alors qu'en est-il d'un point de vue politique ? Si on s'intéresse vraiment au mouvement Quiet Luxury, c'est aussi un dérivé de ce qu'on appelle le style Old Money qui, au début du XXe siècle, était une classe de personnes qui avaient hérité de leur fortune sur des générations et des générations. C'est ce qu'on appelait les anciens riches ou les vieilles richesses. Ces personnes-là, étant très élitistes, ne voulaient absolument pas se mélanger avec des personnes qui avaient fait fortune récemment
Et de deux, ils voulaient absolument maintenir la hiérarchie et les traditions qu'il y avait au sein de leur caste. Du point de vue de la mode, ça voulait aussi dire qu'ils n'étaient pas dans l'ostentatoire, qu'ils ne surfaient pas sur les tendances, qu'ils étaient dans un style plutôt minimaliste et discret parce que les anciens riches ne voulaient absolument pas mettre la lumière sur leur richesse. Ce qui est tout l'inverse de personnes qui viennent d'acquérir leur richesse de manière très récente, qui veulent absolument montrer que leur statut social a évolué. Et donc ça se traduit par l'achat de pièces de luxe, de voitures, de grandes maisons, beaucoup d'extravagance. Au niveau aussi de la mode, ça se traduit par beaucoup de marques, ce qu'on appelle aussi dans l'ère moderne le bling bling. Donc si on réfléchit, la popularité d'une tendance comme le quiet luxury ou le old money, c'est vraiment un retour à des valeurs sous-jacentes de tradition et de conservatisme. Et c'est en rapport avec l'époque où les gens rejettent tout ce qui n'est plus durable, tout ce qui est trop tendance. Cette vidéo est pour vous désinfluencer et vous rappeler que ce que vous voyez sur les médias sociaux, ce n'est pas normal. Avoir 10 000 produits de beauté qu'on serait pas capable de finir durant une vie complète, ce n'est pas normal. Organiser son frigo et le stocker avec des produits individuels, ce n'est pas normal. Faire des hauls fashion de Shein, Zara, H&M, ce n'est pas normal. Donc ça ne veut pas forcément dire que des gens qui adorent l'esthétique old money sont conservateurs de 1, sont super riches de 2. C'est plus un état d'esprit qui est plus adopté sur les réseaux sociaux. Et c'est pour ça qu'on parle d'esthétique. Donc la défiance envers tout ce qui est trop tendance, ça peut s'apparenter à une nostalgie où la richesse représentait la stabilité et reflétait cette position hiérarchique que chacun avait dans la société. Mais ça peut aussi s'apparenter à une certaine retenue, une certaine discrétion, beaucoup plus de durabilité et de stabilité, du coup en contraste avec la crise économique qu'on vit actuellement. Mais ça veut dire que on est quand même assez impacté par le climat ambiant sociétal qu'il peut y avoir aujourd'hui dans l'ère moderne, se traduit aussi par notre façon de consommer. Parce que même si aujourd'hui on adopte l'esthétique old money, je pense pas que ça nous fasse sortir de la surconsommation. Here's all the food I made my husband for Super Bowl Sunday. I started off by making myself a blueberry thyme mocktail, and then I pickled some green cabbage, so I sliced it really finely with my mandolin, added some jalapenos, and then topped it with my vinegar mixture. On a parlé du old money, du quiet luxury, mais on n'a pas parlé des tradwife et du cottagecore. Alors, pour ceux qui ne savent pas ce que c'est, la tradwife, c'est quoi? C'est tout simplement une esthétique qui valorise la femme au foyer, la mère au foyer, qui va s'occuper de sa maison, de ses enfants, cuisiner des bons petits plats, la femme traditionnelle par excellence. J'étais bien traditionnelle avec des guillemets parce que ce sont des femmes qui capitalisent sur cette esthétique pour percer sur les réseaux sociaux et nous vendent des sacs dont on n'a pas besoin. I've been craving a delicious red Marc Jacobs tote bag since I woke up. Attention, ici ce n'est pas la femme au foyer de la vie de tous les jours dont je parle bien d'une esthétique. Parce que en gros, la femme au foyer, je trouve que c'est même quelque chose d'assez noble de vouloir prendre soin de sa famille et des gens qu'on aime. C'est même d'ailleurs un travail, même s'il n'est pas rémunéré. Ce que je critique ici, c'est la romantisation d'une esthétique des années 50 pour performer sur les réseaux sociaux. La tradwife des réseaux n'est absolument pas représentative d'une femme au foyer dans la vraie vie. Elle est toujours parfaitement apprêtée, cuisine ses plats de A à Z comme Nara Smith, qui va même faire ses propres céréales, pourquoi pas, mais ce n'est pas donné à tout le monde. Finalement, c'est autant une promotion de l'élitisme que le style old money. Le propre aussi de l'être humain, c'est d'avoir énormément de nostalgie et de toujours regretter ce qui s'est passé à une époque lointaine. Tradition, l'authenticité, la durabilité, le retour à la vie rurale où on cultive son propre potager et pourquoi pas, en vrai, c'est pas complètement fou de vouloir contrôler aussi ce qu'on met dans son corps et son alimentation. Mais voilà. Pour vous dire que tout ça aussi est lié à une idéologie politique. Jouer sur la nostalgie pour faire passer des idées, c'est une technique qu'on retrouve beaucoup à l'extrême droite, notamment aux États-Unis avec Trump et son Make America Great Again, donc cette sorte de nostalgie de l'Amérique d'antan. Et c'est exactement la même chose qu'on retrouve en France avec un Zemmour qui fantasme l'époque du général de Gaulle, par exemple. Ensuite, il y a l'esthétique qu'on appelle cottagecore qui valorise le mode de vie rural, le retour à la campagne. Et donc, dans la
dans la mode, tout ça se traduit par des coupes de robes avec des cols bardeaux, des manches bouffantes, des fleurs. Dans le maquillage, ça va être des maquillages très minimalistes, juste une bouche rouge, des cheveux retenus dans une pince, enfin bref, des esthétiques assez similaires quand même. Mais quand on creuse, en fait, derrière ces esthétiques, il y a certaines idéologies conservatrices qui peuvent s'y cacher. You now are married to a woman and you who would like to continue her career. You have said you don't want Marla to work. You actually said no. on the day of the wedding, actually. I think I'm probably mixed. I have days where I think it's great. And then I have days where if I come home, when I come home and dinner's not ready, I go through the roof. On sait que c'est quelque chose de controversé ce qu'on dit, d'être sexuellement disponible pour son conjoint. Je sais que ça peut choquer. C'est un devoir pour moi, mais c'est un devoir pour elle. C'est juste ce à quoi nous croyons et c'est écrit dans la Bible. Quand c'est moi qui suis fatigué, je suis plus enclin à refuser. Mais quand c'est elle qui est fatiguée, la porte reste ouverte. Soli, 24 ans, mère de 3 jeunes enfants, est l'une de ces tradwives qui fait réagir la toile. Aneya est une Française qui a émigré aux États-Unis, en Utah, un État ultra-conservateur. Tous les matins, elle s'impose le même rituel, se lever tôt pour préparer un bon petit déjeuner à son mari Marlo. La jeune femme a tout quitté pour devenir tradwife. Selon elle, une épouse traditionnelle se doit d'être toujours apprêtée pour son mari. Oui, c'est une fierté pour moi si je peux refléter ces valeurs traditionnelles au sein de ma communauté, des valeurs conservatrices. Cependant, c'est un peu trop réducteur de voir ces tendances comme uniquement conservatrices. Par exemple, le cottagecore est aussi adopté par des communautés LGBT et écologistes comme une forme de rejet du capitalisme moderne, tout comme le quiet luxury. Et je dirais même que le retour à la minceur excessive parfois est aussi un bon indicateur de la banalisation de cette idéologie. Et là, vous me direz, mais Shanice, quel est le rapport entre des esthétiques qu'on peut voir sur TikTok et la politique? Alors, on va y revenir, mais d'abord, il faut savoir que le fait que la mode soit un miroir de la société, ce n'est pas une idée nouvelle. Il y a une théorie que j'aime beaucoup qui dit que mieux l'économie se porte, plus les jupes sont courtes et les talons sont hauts. Cette théorie n'est pas validée par tous les économistes, mais elle s'appellerait le Hemlin Index, popularisé par George Taylor, un professeur d'école de commerce en 1926. Selon cette même théorie, une période de crise impliquerait un mode de vie beaucoup plus austère et donc une mode beaucoup plus austère aussi. Donc petits talons, jupe qui se rallonge, couleur beaucoup plus terne. Au contraire, une sortie de crise donnerait envie aux gens de beaucoup plus s'exprimer suite à cette période austère en raccourcissant les jupes, en augmentant la hauteur des talons, en portant beaucoup plus de couleurs. Et je trouve que ce n'est pas complètement farfelu. À chaque époque, les vêtements traduisaient une dynamique sociale, culturelle et même politique. Prenons par exemple les années 20 en France, à la sortie de la Première Guerre mondiale. Les femmes se sont libérées des corsets pour porter des robes beaucoup plus courtes et afficher une attitude beaucoup plus émancipée. Mais dès le crash de 29, cette liberté vestimentaire disparaît pour laisser place à des vêtements beaucoup plus ternes, des robes beaucoup plus longues et des talons moins hauts. Et puis rebelote, en 1936 avec les congés payés, la femme se relibère. Dans les années 70, en pleine lutte pour la liberté sexuelle, le look des personnes devient beaucoup plus psychédélique avec des motifs et des vêtements unisexes. Ce schéma se répète encore et encore, que ce soit dans les années 90-2000, que ce soit aussi à la sortie de la crise, même très récemment, de 2020. Il y avait comme tendance les talons qu'on appelait Nodaletto, donc des talons très hauts. La tendance Y2K, donc la mode des années 2000, est revenue à la mode. Donc la mode des années 2000, c'est typiquement beaucoup de motifs, des couleurs beaucoup plus éclatantes, des jupes et des robes beaucoup plus courtes. Aujourd'hui, vous voyez qu'on est encore dans une crise économique qui a énormément d'inflation, que les gens ont perdu en pouvoir d'achat. Eh bien, on retourne dans des tendances dites quiet luxury ou old money. Donc, à chaque époque, en fait, il y a ce besoin de simplicité quand il y a de l'incertitude économique. Et on est en plein dedans. Aujourd'hui, les tendances comme le quiet luxury, le old money, la tradwife ou le cottagecore sont le reflet du rejet des excès de l'ère précédente. Mais aussi une réponse face à un monde instable, jonché de crises multiples, que ce soit économique, sanitaire ou même climatique. Pourtant, ces tendances ne se contentent pas de refléter un besoin de stabilité. Elles véhiculent aussi parfois des idées
politiques et notamment la tendance de la tradwife. Face à des crises économiques et sociales, cette tendance de la tradwife ne se contente pas d'avoir des femmes qui cuisinent des bons petits plats pour leur mari, dans leur foyer, pour leurs enfants. Ce sont aussi des idées qui sont véhiculées, notamment autour de la place de chaque individu dans la société et voire des idéologies aussi patriarcales et qui reviennent sur toutes les avancées qui ont permis le féminisme, notamment l'avortement. André et Soli sont croyants. Ils appliquent dans leur vie ce qu'ils disent être des principes bibliques. Règle numéro 1, la soumission féminine. La femme se soumet. Je suis ses règles et j'essaie de l'aider à avoir la famille qu'il veut. Dieu a dit à la femme, « Femme, c'est ton rôle en tant que femme. Tu dois te soumettre à ton mari. » Donc mon rôle, c'est de partager ça avec elle. Et son rôle, c'est de se soumettre à ma volonté. Parfois, elle n'est pas d'accord avec ce que je dis. Mais dans ces circonstances, c'est moi qui prends la décision finale. Parfois, les mouvements tradwife sont explicitement reliés à des idéaux politiques et religieux et prônent souvent un retour aux valeurs traditionnelles. Religion and Christianity are the biggest things missing from this country. All Americans need a Bible in their home, and I have many. It's my favorite book. It's a lot of people's favorite book. Ensuite, je trouve que c'est impossible de parler de ces tendances sans parler du retour de l'extrême minceur et de la popularisation de médicaments antidiabétiques comme l'Ozempic. L'Ozempic, c'est un antidiabétique utilisé par des personnes diabétiques, comme son nom l'indique, et qui, en fait, ferait perdre du poids à ceux qui le prennent, que ce soit diabétique comme non diabétique. Et beaucoup de célébrités ont été épinglées pour avoir pris de l'Ozempic, notamment les Kardashians, qui ont abandonné leur forme, qui ont enlevé, donc moi j'en sais rien, mais qui auraient enlevé leur procédure esthétique, notamment au niveau des fesses, donc leur BBL. Et le retour aussi de marques comme Victoria's Secret, qui s'était fait cancel suite à la vague de body positive qui était venue aussi sur la mode, où on voulait voir beaucoup plus de mannequins plus size. Et donc les marques qui prônaient uniquement des femmes avec des physiques inatteignables ont été mis de côté, donc c'était notamment le cas de Victoria's Secret, mais Victoria's Secret est encore revenu, je crois que c'était en 2024, avec le concept des Victoria's Secret Angels, et toujours les mêmes femmes très filiformes, magnifiques, mais toujours dans ces standards de beauté que beaucoup ne partagent pas, que la plupart des gens justement ne partagent pas. Donc la taille 34, la taille 36 maximum. Moi, après avoir vu Candice Swanepoel au défilé Victoria's Secret... Welcome back to the Victoria's Secret Fashion Show. Et donc ce retour à l'obsession pour la minceur extrême, ça traduit cette envie de revenir à des standards de beauté très normatifs qui avaient été balayés par le mouvement body positive et par d'autres mouvements de l'idéologie inverse du coup de l'extrême droite qu'on appelle du coup les woke. Et aujourd'hui, une figure qui s'érige contre le mouvement dit woke aujourd'hui aux États-Unis, eh bien c'est Donald Trump. Americans are exhausted, trying to keep up with the latest list of approved words and phrases. Many things have a different name now, and the rules are constantly changing. The goal of cancel culture is to make decent Americans live in fear of being fired, expelled. Very sad. Il y a vraiment cette envie de revenir à une beauté naturelle. Je mets beaucoup de guillemets dans cette vidéo, parce que faut que vous compreniez que je parle de tendances, d'esthétiques qui ont des idéologies politiques sous-jacentes. Mais de un, ça ne veut pas dire que les gens qui adoptent cette esthétique sont au courant de tout ce que ça implique, en termes politiques, sociaux et parfois économiques. Mais ça veut aussi dire que c'est plus un écran de fumée. Enfin, en fait, il y a une banalisation, certes, des pensées d'extrême droite et ça s'infiltre dans la mode, ça s'infiltre dans les tendances. Mais aujourd'hui, les tendances vont tellement vite et sont adoptées tellement rapidement par les gens que je trouve que ça perd de sa substance. Donc, c'est-à-dire que
honnêtement, je pense que une tradwife aujourd'hui peut être, je sais pas, devenir une baddie demain. Enfin, je pense que tout est assez poreux aujourd'hui pour que les esthétiques ne durent pas longtemps. Et c'est ce qui est très paradoxal avec ce sujet-là, c'est que je vous dis depuis tout à l'heure que le quiet luxury, que le old money, c'est cette envie de retour à la stabilité, ce rejet justement des tendances et ce regain d'attrait pour tout ce qui est intemporel. Mais finalement, old money et quiet luxury dans l'ère moderne, ce sont aussi des tendances. Donc voilà, c'était ce petit aparté pour dire que je mettais beaucoup de guillemets. Mais pour revenir du coup à la beauté, donc on a ce retour de l'extrême minceur, mais il y a aussi cette envie de revenir à des visages, à des beautés beaucoup plus naturelles. Donc en faisant des no make-up, on voit que c'est plus trop la mode du contouring, des sourcils super dessinés, des bouches aussi super overlinées, comme l'avait popularisé par exemple Kylie Jenner. Aujourd'hui, même elle, vous voyez on a l'impression en tout cas qu'elle ne se maquille plus trop. Je dis bien l'impression parce que justement, on essaye de feindre une beauté naturelle. Et donc, en fait, toutes ces trends, toutes ces esthétiques, je trouve que c'est assez représentatif de cette envie de revenir à quelque chose de plus épuré et de beaucoup plus simple. Et en termes d'idéologie, c'est aussi le rejet de tout ce qui avait été construit depuis au moins les années 2010 autour du mouvement progressiste. Et finalement, je trouve que ces tendances essayent de revenir à quelque chose de plus simple où tout était beaucoup plus normé comme les époques précédentes. En tout cas, ils fantasment beaucoup les époques précédentes et notamment les valeurs traditionnelles, le côté hiérarchique de la société. Chaque chose à sa place, les femmes doivent s'occuper de la maison, les hommes doivent aller travailler. Toutes les avancées qui ont été permises grâce au féminisme, on les balaye d'un revers de la main, on revient à quelque chose de beaucoup plus radical. Et ça s'immisce aussi dans la manière dont les gens s'habillent et en tout cas les choses qu'ils fantasment en matière de mode et d'esthétique et de lifestyle. Donc en fait, je trouve que c'est assez représentatif du fait que les vêtements, les esthétiques, le lifestyle qu'on essaye d'avoir sont rarement anodins et sont souvent très liés à la société. Comme en fait ce sont des tendances finalement, peut-être que il y aura un retour à d'autres idées et à d'autres idéologies qui seront beaucoup plus dominantes. Même si je pense pas que l'extrême droite soit dominante aujourd'hui, mais je pense qu'elle est beaucoup plus banalisée. Donc les idées d'extrême droite, donc l'idéologie, que ce soit le conservatisme, que ce soit le retour à des pseudo-valeurs traditionnelles qui ne sont plus du tout en accord avec notre société d'aujourd'hui. Mais bref, ça c'est mon avis. La banalisation aussi de la hiérarchisation entre les races aussi finalement, donc le racisme, c'est comme ça que ça s'appelle. Aujourd'hui, il y a des choses qu'on dit qui n'auraient pas été normales de dire il y a 10 ans, mais qui sont devenues complètement banales aujourd'hui. Et ça se voit dans les discours politiques, même en France, parce que je vais parler de Donald Trump, mais ça se voit aussi en France, et tout ça aussi se reflète dans la mode et dans les esthétiques qu'on voit partout sur les réseaux sociaux, et on voit même plus que derrière tout ça, il y a certaines idéologies. Voilà, dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Je trouvais ce sujet super intéressant, et il allait de pair avec la dernière vidéo que j'ai faite sur la défiance des consommateurs envers les marques de luxe. Donc tout ça s'imbrique en fait finalement. Moi je vous retrouve plus tard pour toujours plus de mode et de pop culture. Prenez soin de vous et merci beaucoup pour tous ceux qui s'abonnent à la chaîne, qui me laissent des commentaires d'encouragement, qui m'envoient aussi des messages. Ça me touche énormément et j'espère continuer sur cette lancée en 2025.